Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le dos de la boîte. Cette semaine, on a joué à Cthulhu Death May Die. Dans cette émission, nous allons parler de jeux de société en nous concentrant sur les univers qu'ils proposent. Après avoir testé un jeu, nous allons vous lire le dos de la boîte et échanger sur ce que cette lecture nous inspire après la partie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Xenopath. Bonjour Max. Ça va bien ? Ça va et toi ? Écoute, je suis ravi de t'avoir avec moi pour ce premier épisode sur Cthulhu Death May Die. Pareil. Écrit par Eric Lang, Rob Daviau, sorti en 2019 chez Cool Mini or Not. Alors avant de lire le dos de la boîte lui-même, j'aimerais avoir ton sentiment sur la partie qu'on a vécue ensemble. Je vais résumer ça en une phrase que tu risques d'entendre souvent dans ma bouche, qui est « Je n'aime pas les coopératifs ». Ok, très bien. Donc dans l'ensemble, ça n'a pas été ton truc. On va en parler, mais non, tout n'est pas mauvais. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont dérangé. Mais... D'accord. Pour ma part, j'attendais beaucoup de ce jeu. Dans l'ensemble, je suis plutôt content. Mais effectivement, il y a pas mal de détails qui m'ont dérangé aussi. On va en parler un peu plus en détail. Avec plaisir. Après vous avoir lu le dos de la boîte. Le rituel touche à sa fin. Les indicibles grands anciens s'apprêtent à envahir notre monde. C'est inévitable. Vous devez les détruire. Une ancienne secte millénaire s'apprête à invoquer un grand ancien dans notre monde. Son arrivée va provoquer une catastrophe planétaire. Comment empêcher ce drame ? Cthulhu Death May Die est un jeu de plateau coopératif au rythme endiablé, pouvant réunir 1 à 5 participants. Pour vaincre les horreurs surnaturelles venues de par-delà le temps et l'espace, vous devrez œuvrer de concert et accepter de sombrer dans la folie. Plongez dans les mystères de 6 histoires différentes. Résolvez-les en utilisant à la fois les compétences et les névroses de vos investigateurs. Combattez toute une ménagerie de monstres issus du mythe. Vous allez devoir interrompre le rituel juste le temps de rendre le grand ancien vulnérable. Et vous allez le tuer une bonne fois pour toutes. Il s'agit probablement d'un voyage sans retour. Mais vous y êtes préparé, n'est-ce pas ? Alors, c'est ce que le jeu nous promet, en tout cas au dos de la boîte, de détruire un grand ancien, comme le nom l'indique. Avant de parler de la partie elle-même, on a bien sûr ouvert la boîte. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as trouvé à l'intérieur ? Alors, quand on a ouvert la boîte, déjà c'est une grosse boîte, hein, c'est une bonne masse. Et puis évidemment, il y a plein de petites figurines, c'est Cool Mini or Not qui le fait, donc ils font des mini. Et des mini et plein de jolies figurines. Des figurines plutôt de bonne qualité, j'ai l'impression. Oui. Ouais, avec... alors, les cultistes sont un peu basiques, mais les monstres, les grands anciens, ils sont pas mal. Ils sont vraiment pas mal, ça j'ai bien aimé. Il y a tout un plateau avec des salles, avec genre de trucs un peu déjà vus, mais bien fait. Et puis surtout, moi je veux juste rajouter encore par rapport à avant la partie. Moi je connaissais pas exactement j'avais jamais joué, bien sûr. Évidemment Cthulhu, ça commence quelque chose qu'on connaît, ouais. Ouais, ça commence à être bien connu, même pas seulement par nous. Donc ça, évidemment, je me réjouissais. Toi, tu m'avais dit que c'était un jeu Cthulhu, mais un peu pulp, donc un peu action, comme ça. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'étais assez ouvert. J'ai pas trop d'a priori à jouer, mais en même temps, le côté pulp, je me méfiais un peu, quoi, comme d'hab. Les jeux Cthulhu, il y en a tellement qu'au bout d'un moment... Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Celui-ci, il avait quand même fait pas mal de bruit à sa sortie. Il y avait un Kickstarter avec plein de trucs en plus, évidemment. Puis ces 2 auteurs connus. Donc oui, ça fait un peu tout ça, c'est une espèce de blockbuster un peu comme ça. Donc, ouais, exactement. Et puis en plus, dans les suppléments qu'ils proposaient, il y avait un plateau qui était Cthulhu, une figurine de Cthulhu géante. Ah ouais. Et tu jouais dessus, tu vois. Tu jouais sur Cthulhu directement. Donc il y a quand même, il y a eu du matériel. Ils ont fait vraiment beaucoup de promos pour ça. C'est vrai que maintenant que tu le dis, moi je savais pas que c'était un Kickstarter à la base. Parce que moi-même j'en fais pas, mais c'est vrai que ça ressemble à un produit Kickstarter. Oui. Ça ressemble vraiment à ça, les jeux comme ça un peu modernes avec plein de petits goodies, un matériel de qualité quand même parce qu'ils ont des moyens. C'est vrai que ça ressemble à ça. Ouais, tout à fait. Et donc on voit qu'à l'intérieur on trouve, alors il y a 10-12 personnages jouables à peu près.
L'histoire, ça va être 6 épisodes, alors qu'ils se suivent pas du tout. Hein. On peut les jouer dans l'ordre qu'on veut, ça n'a pas tellement d'importance. Il n'y a pas de lien. Ouais. C'est vraiment ces 6 scénarios, on va dire. Et étant donné qu'on peut ajouter le grand ancien qu'on veut, donc nous on a joué avec Toulouse directement parce Évidemment. que c'était le titre de la boîte, mais il y a aussi Astour dans la boîte. Donc on peut refaire chaque scénario avec un autre grand ancien. On peut acquérir un autre grand ancien par exemple, et puis refaire encore les 6 mêmes scénarios. J'imagine qu'au niveau du Kickstarter, il y a encore d'autres grands anciens disponibles. Exactement, il y a d'autres grands anciens disponibles, il y a des extensions avec d'autres épisodes encore, donc en termes de rejouabilité des mêmes scénarios, ça va, il y a a priori de quoi faire. Donc c'est vrai que quand tu ouvres ça et que tu vois tout ça, avec des règles spécifiques à chaque scénario, alors il y a 2 choses qui se passent, soit tu te dis super, ça va être super rejouable, ou au contraire tu vas te dire bon, c'est quand même pas mal streamliné. Donc bon. A priori, la première impression quand on a ouvert, moi le matériel était tellement bien rangé et tout, que j'ai même cru que c'était un Legacy. Parce qu'il y avait tu sais, ces scénarios, ils sont dans des boîtes spécifiques. Ah oui, tout à fait. Je t'ai même posé la question, ils sont dans des boîtes spécifiques, tout est bien rangé dans des terraformages là, transparents, là, avec chaque truc à la bonne place et tout. Donc la boîte est bien remplie. Et c'est vrai que ça me met en confiance. Tu te dis, ok, donc c'est pas non plus, c'est pas une de ces boîtes à moitié vide. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, bon, après, c'est vrai, j'imagine que tu t'es dit ça, parce qu'en plus, c'est Rob Davio, celui qui fait la plupart des Legacy existants. Donc, alors, probablement que. Mais à ce moment-là, j'avais pas repéré son nom sur la boîte, à ce moment-là. Mais maintenant que tu le dis, maintenant qu'on l'a repéré, c'est vrai que c'est probablement pour ça que je l'ai remarqué. Mais en tout cas, ça m'a mis en confiance au début en me disant ah ok, non, la mise en place, elle a l'air bien. Et puis, je sens que je vais être pris dans le truc. Donc, moi, c'était plutôt une impression positive avant la partie. Eh ben, c'est nickel. On a donc fait l'épisode numéro 2. Parce que pourquoi pas. L'épisode 1, il se trouvait que je l'avais déjà fait 2 ou 3 fois pour des parties démo à droite à gauche. J'avais pas envie de le refaire. Oui, et puis comme il n'y a pas de lien, de toute façon, c'était pas. Ça changeait rien, effectivement. Et donc, on s'est installé donc, très rapidement. Hein, et le premier truc qu'on a remarqué, c'est évidemment qu'il y a peu de cases, en fait, puisque chaque pièce est une case. Donc, c'est des immenses zones. Ouais. Une case, elle peut faire autant 20 cm que 4. Quoi. Ouais, c'est très bizarre. C'est très bizarre. En fait, c'est pas des cases, c'est des tuiles à de formes différentes. Ouais. Et ça, c'est vrai que tout d'un coup, ça m'a fait poser des questions sur le gameplay. Parce que si les cases sont aussi grandes, est-ce qu'elles vont être importantes ? Est-ce qu'il va se passer plein de trucs dedans ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de monstres qu'en fait, il faut de la place pour les poser ? C'était intriguant. C'était inhabituel d'avoir des cases aussi grandes. Ouais. En effet. Les investigateurs, donc on parlait tout à l'heure des névroses et des compétences des investigateurs. Alors on a fait des choix un peu à la gueule des personnages, on va dire. Tu jouais qui ? Moi, je jouais un colonel de l'armée anglaise qui s'appelle Ian Wells, je crois, un truc comme ça. Ah, Yann. Il s'appelait juste Yann. Je l'ai choisi pour une raison simple, c'est qu'il a le même handicap que moi en ce moment, c'est-à-dire qu'il a un bras en moins. Sauf que lui, c'est permanent. Moi, j'espère que ça ne le sera pas. Et je trouvais que c'était un joli signe du destin. Je devais jouer ce personnage. Et puis, en plus, il avait l'air d'être un peu badass, comme ça. Donc c'était un colonel ultra agressif. Je crois que sa spécialité c'était le combat à main nue, ce qui m'a fait rire. La vitesse, alors que c'est un vieux, tu vois, il a les cheveux blancs, donc je me suis dit ok, pourquoi pas, bon, l'expérience sûrement. Ouais, et puis l'autre c'était, je sais plus, ce que je l'ai pas utilisé, c'était, je sais plus le courage, je sais plus exactement, mais en tout cas moi je l'ai choisi clairement à la tête du personnage. Complètement. Au bras en moins, quoi, on va dire. Au bras en moins, exactement. Plus que vraiment, moi, les capacités, je ne les connaissais pas encore vraiment. J'arrivais pas à savoir si c'était bien ou pas bien. Donc, je l'ai vraiment pris à la tête du personnage, à la tête du client. J'ai fait un peu la même chose. J'ai pris la bibliothécaire qui aime les haches. Évidemment. Avec une belle grosse hache qui lui permettait d'infliger énormément de dégâts, particulièrement s'il y avait peu de monstres sur la case. Et donc, on s'est un peu lancé comme ça. C'est celle qui était pyromane aussi, non ? Alors, la névrose que j'ai chopée, effectivement, c'était ça. C'était que la névrose, c'était pas son problème de base. Non, c'était pas son problème de base. T'as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, après, dans le jeu, on reçoit chacun un truc. Donc, en fait, ça, déjà, ça peut être un point important à traiter, c'est que chaque investigateur vient avec une névrose aléatoire. Oui. Il y en a qui peuvent être très combo avec ton personnage et d'autres pas du tout. Donc, moi, effectivement, j'étais pyromane. Ouais. C'est très bon s'il y a plein de monstres sur ta case en fait quand tu deviens fou parce que ça inflige des dégâts à tout le monde. Ouais. Mais en même temps mon personnage est meilleur en combat singulier en fait donc c'était pas très combo. Pas très combo. Moi non plus d'ailleurs. Et toi je sais plus ce que tu avais. Moi j'avais un TOC. J'avais des troubles obsessionnels compulsifs. Alors bon tu peux te dire ok t'as quand même perdu un bras à la guerre. Non bien alors faut expliquer comment il a perdu son bras. Ouais parce qu'il a perdu son bras à cause d'une grenade. Mal dégoupillé. Non, tout à fait dégoupillé. Puis en fait, il a
mis sa main qui tenait la grenade dans la gueule d'un monstre. Ah, Il s'est fait manger sa main pour qu'ensuite le monstre explose avec sa main. Donc, quel héros. Yann, il rigole pas. Ah non, il rigole pas. Non, Yann, il rigole pas du tout. Donc, trouble obsessionnel compulsif, j'ai envie de dire, tu m'étonnes. Alors oui, mérité. 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 Mérité, exactement. Et moi, par contre, l'effet dans le jeu n'était pas du tout comme avec mon personnage. Parce que moi, j'avais un personnage qui devait ne pas prendre de dégâts Mhm. pour pouvoir vraiment optimiser son truc. Et puis ça, c'était un pouvoir qui se déclenchait quand je prenais des dégâts. Ah oui. Donc il y avait un truc où Ouais. Mais en fait, ça va. C'était pas si nul que ça au total. Mm. Mais sur le moment, je me suis dit, ah, dommage, je pense qu'il aurait pu avoir une meilleure combinaison. Oui, oui, on a vu d'autres cartes d'ailleurs Ouais. de Névrose qui étaient peut-être plus intéressantes, mais après, c'est Mais à ça, toi. mine de rien, maintenant qu'on a lu le dos de la boîte, c'est parce qu'on peut déjà en parler maintenant, non? Bien sûr, oui. Ouais. Mhm. J'aime bien le fait que la névrose, c'est pas que elle a un défaut parce que c'est une névrose quand même, Mhm. mais que elle peut devenir un avantage si tu l'utilises bien. Oui, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, hein, Justement. en utilisant les compétences et les C'est ça. névroses. Et ça, j'aime bien parce que c'est vrai que c'est ça qui s'est passé. Mm. Donc, tu sais que ta névrose va se déclencher à plein de moments. Ouais. Et c'est à toi de faire en sorte que ta névrose se déclenche au moment opportun. Et Ouais. ça, c'est intéressant, je trouve, en termes de jeu. Ouais. Parce que tu as vraiment le côté un peu, ok, je suis taré, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Bon, c'est pas hyper réaliste parce que là, comme tu gagnes du madness justement en fonction des jets de dés, il y a des moments où tu vas relancer les dés où tu te dis c'est pas le bon moment que ma névrose se déclenche. C'est un peu. C'est un trick. Mais en même temps, ça crée une espèce de petite tension qui est un peu quand est-ce qu'elle va se déclencher? Est-ce que je vais le faire au bon moment ou pas? Ouais, c'est vrai. Mm. Puis en tout cas, le dos de la boîte le dit, utilisez Oui. vos névroses. Oui. Donc ça, pour le coup, c'est. Pour le coup, j'aime Ça bien. marche. Pour le coup, Ouais. j'aime bien parce que moi, à la base, je trouvais un peu dommage, c'est très aléatoire et tout. Mais maintenant que je sais que c'est un peu ça l'idée, pourquoi pas? Mhm. Ouais, absolument. Le dos de la boîte aussi parle de la ménagerie de monstres issus du mythe. Alors effectivement, on a eu des cultistes, évidemment, des ghouls, pas beaucoup de ghouls d'ailleurs. Non, il y a eu 2 ou 3 ghouls. On a eu un peu la trouille au début d'un chtonien. Ouais. Qui avait l'air un peu méchant quand même. Ça avait l'air pas facile à buter, ouais. Mais finalement, bon, ça s'est bien passé. Écoute, je crois que je me le suis fait à main nue avec un bras. Voilà, exactement. Au bout de quelques tours de jeu, en fait, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe en fait là-dedans au fur et à mesure de la partie, donc qui est pas du tout intuitif pour des joueurs de dungeon crawling en fait. Oui. C'est qu'on emmène les monstres avec soi. Ouais. Et puis, donc ça c'est très bizarre. Et en fait, on est vraiment extrêmement fort avec un seul jet de dés. Au bout d'un moment, il y a vraiment, au bout de, je sais pas, quelques tours de jeu, il y a vraiment un moment où on devient tellement fort que les monstres, il n'y en a pas assez en fait. Tellement on peut one-shot même un chtonien. Il y a un équilibre qui est assez intriguant entre ta capacité, ta résistance, parce que nos personnages sont pas très résistants. Ils peuvent eux aussi mourir très vite en fait. Ouais. Mais par contre, leur capacité à faire des dégâts, elle est complètement absurde. Mm. Mais vraiment, parce que moi je me souviens d'une scène où, avec un bras, toujours, j'avais pas d'arme. Hein, donc en gros, a priori, j'avais mon pistolet et mon bras. Voilà. Et avec un bras, j'ai tué en une attaque, je crois, 3 cultistes, un chtonien et encore un autre monstre. C'était quoi Star Spawn, je crois. Une larve stellaire. La larve stellaire. Larve stellaire. Tout ça en 2-3 bourre-pif. Alors ok, certains le font dans des films, mais je m'attendais... Enfin, Yann m'a surpris quand même. Ouais, tout à fait. Alors là, il y a un côté, je pense que même Indiana Jones n'est pas aussi bon. je pense que là, on a atteint un niveau de record. Ouais. Ah ouais, c'est plutôt... Il y a vraiment le côté ménagerie de monstres que dit la boîte. Il y a vraiment ça. Oui. Mais après, justement, on en parlera si c'est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là de ménagerie de monstres, de plein de monstres qui meurent vite, mais qui repopent assez vite. Mm-hmm. Donc il y a ce côté un peu très... c'est quoi qui est marqué dans la boîte? C'est un jeu très... rythme furieux. Non, c'est pas furieux qui dit, c'est effréné. Ouais, rythme endiablé. Ouais. Endiablé, voilà, endiablé. Il y a vraiment ce côté-là où t'en tues un, ils reviennent, ou à un moment donné, il y a un cultiste que t'as tué qui s'est relevé des morts. Enfin voilà, c'est quasiment la seconde d'après, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était assez... on l'a bien ressenti. Et notre scénario, là, en l'occurrence, c'était de récupérer aux 4 coins de la map des livres. Il fallait en trouver 2 pour disrupt, pour empêcher le rituel. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très bizarre. C'est-à-dire qu'on est habitué dans les jeux Cthulhu, en général, hein, que ce soit les Contrées de l'horreur, Mansions of Madness, etc. On sait qu'a priori, les grands anciens, on ne peut pas les battre. Ouais, on ne peut pas les tuer, c'est les dieux. Hein, donc voilà. on peut pas faire grand-chose. Et donc, les investigateurs, dans ces jeux, on doit surtout
les empêcher d'être invoqués. Alors que là, pas du tout en fait. Le but du jeu, quand ils disent vraiment disrupt, empêcher le rituel, en fait, non, il faut le déclencher au contraire. Oui. Notre but, c'est de le déclencher le plus vite possible pour pouvoir marave justement Cthulhu le plus vite possible. Ça m'a totalement surpris aussi, et c'est pour ça que j'ai fait attention à ce que disait la boîte, parce que la boîte dit c'est inévitable. Oui. Donc elle le dit au début. Oui. Puis en même temps, elle dit faites ce que vous voulez pour l'affaiblir. Oui, moi, oui, tout à fait. Là, interrompre le rituel interrompre le rituel juste à temps alors il y a le côté inévitable, genre en gros mec trop tard il va arriver. Ouais. T'arrives trop tard, ok, ça je peux comprendre pourquoi pas. Ouais. Mais nos actions étaient censées affaiblir le monstre pour qu'on puisse le latter, mais en fait il arrive complètement en pleine forme. Oui, absolument. Il arrive comme si les cultistes l'avaient invoqué, sauf que nous on l'a invoqué avant. Ouais. Donc en fait on a juste été, les cultistes ils auraient dû nous laisser bosser, hein. parce qu'on l'a fait le rituel mieux qu'eux en fait. On a fini le rituel avant que eux aient prévu de le finir. Exactement. Et ça, c'est vrai que pour un jeu Cthulhu, pour un jeu avec une thématique Cthulhu, moi, ça m'a surpris. Ça m'a probablement un peu dérangé aussi. On savait que c'était un peu pulp, on savait que c'était un peu genre... ça tire dans tous les coins et tout ça, mais je voyais pas l'intérêt, en fait, de provoquer le rituel avant. Moi, je pensais que si on prenait les livres, ils venaient pas. Ou ils venaient en forme à moitié endommagée. Alors que là, tu prends les livres, bim, il arrive pleine forme en entier, c'est parti. Ouais, justement, c'est vrai que ça fait très bizarre. On aurait pu s'attendre à ce qu'il arrive dans une version affaiblie, et que ça nous fasse en tout cas gagner quelque chose. Voilà. Et en fait, là, tout ce qu'on a gagné, c'est plus de tours pour le taper, quoi, en gros. En gros, c'est ça. Ouais. Tu gagnes juste un peu de temps pour le taper plus. C'est une certaine manière de régler les problèmes, mais c'est pas celle à laquelle on s'attend. Ouais, et en plus, ça peut être un peu buggé parce que si tu y parviens très tôt, je suis en train de penser à ça, si on y était parvenu beaucoup plus tôt, on n'aurait pas été assez fort pour le battre après. Ça veut dire qu'on aurait tellement bien réussi qu'on aurait été nul. Exactement. Ce qui donne un aspect très bizarre. Parce qu'en fait, on devient fort justement quand on sombre dans la folie. Nos compétences, elles augmentent. Oui, mais en même temps, on est proche de la mort. Donc, il y a cet équilibre à trouver un petit peu, ou à se dire, bon, là, c'est le bon moment pour y aller parce que là, j'ai mes compétences un peu balèzes. Et ça donne un effet très bizarre. Donc, si tu y arrives très vite, si tu arrives le scénario, on va dire, très vite, du coup, tu n'es peut-être pas encore assez bon pour battre l'ancien. Peut-être que le jeu est tellement bien équilibré, ça on saurait pas le dire, mais peut-être que le jeu est tellement bien équilibré que ça arrive forcément à un moment où tu es un peu sur le fil du rasoir entre ta puissance et ta fragilité. Ouais. Tu vois, peut-être que c'est pas possible que ça arrive au début, parce que quand même le plateau est pas très grand, ça c'est l'autre truc donc il faut qu'on parle après. Ouais. C'est les mouvements et tout. Le plateau est pas très grand, mais tu peux pas non plus faire comme tu veux, tu te téléportes pas, donc il faut quand même faire des trucs. Peut-être qu'il est très bien équilibré, puis qu'en fait on arrive toujours à un moment où on est assez fort pour le taper. Ça s'est joué à pas grand-chose notre victoire, mais en même temps on n'a jamais eu peur, tu vois. Ouais. Ça s'est joué à nous le tour même, toi tu mourrais et moi je mourrais. Le tour suivant si on le finissait pas, mais en gros on savait qu'on allait le finir, en gros. Oui, on avait tellement de bonus, tellement d'actions, tellement de trucs en fait là on pouvait. Mais ça je trouve assez marrant que la folie nous renforce. Ça, c'est un truc de l'eau. C'est une bonne mécanique. Dans beaucoup de jeux Cthulhu, la folie est plutôt ce qui va t'affaiblir de plus en plus. Oui. Ici, et d'ailleurs c'est dit aussi sur le dos, c'est que la folie en fait elle va vraiment te rendre fou, donc elle va te rendre hystérique, elle va te rendre complètement taré, puis en fait tu vas vraiment devenir meilleur. Et ça c'est intéressant, je trouve. C'est en tout cas original. Ouais, tout à fait, c'est original et c'est bien pensé en fait. C'est bien pensé, la mécanique elle fonctionne. Ouais. La mécanique elle fonctionne bien. Alors après c'est extrêmement pulp. Tuer 10 cultistes en un coup de hache, c'est quand même très bizarre. Mais toi t'avais un coup de hache, moi j'avais un bras. Ouais, donc, tu vois, exactement. En fait, il vaut mieux pas trop dire ça parce que c'est pas ça qu'il faut raconter en tout cas. Bah non, parce que tu vois même pas comment le gars il arrive en fait. Au début c'est un général avec un bras. À la fin le mec il ridiculise n'importe quel super-héros. Donc c'est Ok. Ouais. Du coup, la fin de la partie, ça s'est plutôt bien passé, justement. Alors non, tu voulais parler du plateau, du tout petit plateau. Oui, parce que le plateau, il y a une mise en place qui correspond un peu à ces jeux à scénario avec des figurines, c'est-à-dire où tu places un décor avec un terrain, avec des pièces, avec des accès, des portes, des caves, des grottes. Donc tu fais ça, puis tu te dis, ok, cool. Puis le plateau, il a une taille raisonnable. Mais comme on disait au début avec ces énormes cases, tu remarques qu'en fait, entre le bout qui est à gauche et le bout qui est à droite, il y avait quoi ? Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 cases. Ouais, 5-6 cases, ouais. 5-6 cases, on va dire 6 cases, allez. Mon mouvement à moi et le tien aussi, je crois, c'était 4 cases. C'est 4 cases, ouais. Ça veut dire que je pouvais traverser la maison, le passage central, descendre dans la grotte
et j'avais encore le mouvement pour faire un truc après. Ouais, bah ça nous a choqué en fait au premier tour quand on a dû jouer le Chtonien qui disait il se déplace de 3 cases vers vous, puis t'es un peu, de toute façon se cacher ça va pas être une option. C'est ça, parce qu'on voit un Chtonien, nous, notre réflexe naturel, c'est de se fuir. C'est de se dire ok, pas tout de suite. pas tout de suite, on va lui tendre une embuscade, je sais pas, on va faire un truc. Et en fait, le monstre il bouge de 3 cases, moi j'étais au centre, donc en gros il m'arrivait dessus quoi que je fasse. Oui. Puis comme il y a cette règle où quand tu bouges, les monstres te suivent, justement ça crée ce côté dont on parlait avant, qui était ce côté un peu Benny Hill. Quoi que tu fasses en fait, du coup tu joues avec ça. Moi je me souviens qu'à un moment donné j'ai amené les monstres dans une pièce pour pouvoir tous les tuer en même temps. Ouais. C'est très bizarre d'imaginer 8 cultistes, un Chtonien et une larve stellaire en train de te courir après, dans une cave. Enfin, moi tu vois, ça c'est pas du Cthulhu. Enfin, Ah non, c'est du Benny Hill pur. Ça, c'est du Benny Hill ou éventuellement un truc... on parlera de la thématique choisie après. Mais ça m'a plus fait penser à un jeu de zombies qu'à un jeu de Cthulhu. Oui, effectivement. Effectivement. On parlera après du choix de la thématique. Mais en tout cas, ça c'était étonnant. Parce que ce plateau, du coup, tu te demandes un peu à quoi il sert. Parce que de toute façon, tout est résolu par le combat. Et puis, il n'y a pas de subtilité à avoir au niveau du mouvement. Non. Donc, c'est surprenant. La façon dont on se place, c'est pas très important. Non, c'est ça, c'est un peu d'impact. C'est assez peu d'impact, ouais. Il faut juste réfléchir à la rigueur. Tu vois, c'est du Cthulhu, donc tu te dis, ok, il y aura peut-être aussi un peu de... Tu vois, parce que c'est marrant, le dos de la boîte, il parle de mystère. Oui. Tu vois, il parle un peu résolver les mystères de chaque scénario. Moi, j'ai pas bien compris où était le mystère. En termes d'enquête, c'est un peu limité. Le seul truc qui se passe, c'est que si à la fin du tour, tu as eu la chance d'être sur une case où il n'y a pas d'ennemis, si les ennemis t'ont pas sauté dessus ou s'il n'y a pas... À ce moment-là, tu peux fouiller la pièce en gros. Je pense que c'est ça qu'ils appellent découvrir les mystères. Mais quand tu pioches une carte, tu as une bonne chance de tomber sur... un truc un peu négatif. Moi, je suis tombé sur le cadavre d'un gars qui m'a rendu complètement fou et qui a fait que j'avais un esprit frappeur qui me suivait partout. Oui. T'as trop envie de fouiller après. Et du coup, c'est un peu c'est pas génial. Et du coup, cet esprit en fait bouffait ma vie petit à petit. Ouais. Mais heureusement, Cthulhu est arrivé et puis il nous a défaussé des cartes comme ça. Donc j'ai pu défausser mon esprit. Ouais. Enfin, il y a un enchaînement de choses qui s'est passé qui était très action pulp, qui est très jeu vidéo en fait presque. Très très jeu vidéo, exactement. C'est ça on pourrait le dire aussi dans la conclusion. C'est à ça que je pensais. En même temps, la boîte parle un peu elle le décrit d'une manière un peu jeu vidéo aussi, hein. Mais c'est vrai que le ressenti, il est très, très jeu vidéo, tout à fait. Je pense que la phrase de trop, c'est plonger dans les mystères. Ouais, c'est ça, c'est que Cthulhu et mystère, mais là, après, je pense dans la conclusion, on parlera de la thématique, parce que Cthulhu et mystère, t'enclenches quelque chose dans l'inconscient des gens, et c'est pas ça qu'ils attendent. C'est pas ça que nous, on a attendu, en tout cas. C'est ça, c'est pas bourrage de gueule, Cthulhu et mystère. C'est clair que, du coup, Cthulhu arrive, lui-même, himself. Ouais, alors là, tu te dis, bon, alors nous, on a tous joué au jeu de rôle, et puis on se dit, bon, ça va être super. Cthulhu, en fait, quand il meurt, on sait qu'il meurt pas. Ouais. Donc, ça va être un peu compliqué. On s'aperçoit qu'il y a trois étapes de vie, en gros, donc il va falloir qu'on le tue, entre guillemets, 3 fois. Ouais. Avec un nombre de points de vie qui est quand même plus important c'est 6 fois plus important qu'un simple cultiste. Voilà, un cultiste à 2 points de vie, on en avait 12. Lui, on en avait 12, donc on s'est dit, bon, ça va quand même être un peu rude. Finalement, on l'a quasiment one-shot chaque étape. Il a pris cher. Ouais. Alors, il a pris cher. Je crois qu'à un moment donné, je lui ai fait 9 dégâts d'un coup. Voilà, exactement. En une seule action. Il a pris très très cher. Moi, j'ai dû, je sais plus combien. Puis en gros, c'est ça. Une fois qu'il est là, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit faire encore un truc ? Non, en fait, arrête de réfléchir, tape-le. Ah ouais, c'est tape-le. Il n'y a même pas de il y a même pas de mouvement à faire. Non, rien du tout, parce que de toute façon, il va te suivre. De toute façon, il va t'en mettre une tellement grosse qu'il faut le tuer avant. Donc la réflexion est terminée à ce moment-là. Parce que je peux imaginer. En plus, il avait des pouvoirs hyper violents qui faisaient qu'on pouvait mourir avec la santé mentale très vite. Oui, avec le temps, on allait mourir. En gros, le temps jouait vraiment pour lui. Mais c'est ça qui était étonnant. Tu vois, ce système, par exemple, des 3 vies différentes. Oui. Des 3 steps. Oui. Ou 3 étapes dans son développement. Il aurait pu y avoir une règle qui fait que quand tu finis le rituel, plus tu finis tôt le rituel et plus les steps sont supprimés. Tu peux empêcher un step en finissant à tel moment. Oui. Ou empêcher un autre step en finissant encore plus tôt. Tu vois, la mécanique, en fait, t'as pas l'impression qu'elle est presque prévue pour. Mais non, en fait. En fait, non. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il apparaît quoi qu'il arrive. Donc ils le disent, c'est inévitable. C'est inévitable. Donc les cultistes réussissent leur coup et l'invoquent. Et le seul truc que ça change, c'est que pour pouvoir l'engager, enfin pour pouvoir le blesser, il faut quand même avoir interrompu le rituel, même si en fait il est déjà fini.
C'est ça qui est ouais, bizarre. moi je pense qu'il y a un problème dans le vocabulaire. C'est ça que j'ai pas compris au début quand tu m'expliquais. Tu me disais, parce que nous on a joué en anglais, tu me disais disrupt the ritual. J'étais disrupt, ok, donc ça veut dire il fonctionne plus le rituel. Ouais, c'est l'interrompre. Voilà, je l'interromps. Pas du tout, en fait, c'est pas disrupt. En gros, c'est une espèce de prérequis pour être capable de taper le monstre. Ouais. En gros. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose non, en termes de. En gros, c'est presque comme si on allait chercher des flingues. Tu vois. Oui, en gros, ouais. Sauf que là, c'était des bouquins. Mais en gros, c'était ça. C'était pas disrupt, en fait. C'était gear you up, quoi. Tu vois. Un truc dans le genre. Ça, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé parce que je voyais plus l'intérêt, en fait. J'avais envie de. Puis comme on disait au début, les cultistes, fallait qu'ils nous laissent faire. On était trop forts. Ouais, on était bien meilleurs qu'eux pour invoquer des grands anciens. C'est clair. Donc, après avoir joué, après tout ça, comment on peut conclure un peu ce test par rapport au dos de la boîte, bien entendu? Par rapport au dos de la boîte, moi, je suis un peu rassuré parce que je trouve que du coup, la boîte n'est pas trop malhonnête avec ce que tu as dans la boîte. Ils te disent, en gros, ceci est un blockbuster cthulhien avec plein de bastons. Et puis, alors oui, il y a le mot mystère qui est un peu dérangeant. Mais ils disent quand même, c'est inévitable, faut taper dans le tas. Enfin, tu vois, le dos de la boîte est assez... Oui, ils parlent du voyage sans retour, ça on l'a bien senti ça, aussi. on l'a bien senti aussi. Ouais. Donc, je trouve le dos de la boîte est assez juste sur le fait que ça va être endiablé, ça va taper dedans, ça va gicler, quoi. Ça, je trouve bien parce que le problème, c'est que sans lire le dos de la boîte, moi, je m'attendais évidemment à un jeu Cthulhu. Alors, je savais que c'était Pulp, mais il y a d'autres jeux Pulp qu'on connaît qui sont très bons et je trouve que la comparaison, elle est mauvaise par rapport aux autres jeux Cthulhu. Si on ne s'occupe pas du dos de la boîte de notre exercice, la comparaison de ce jeu avec les autres jeux Cthulhu, pour moi, n'est pas bonne. Il souffre de l'existence de ces autres jeux. Donc tu penses que ça aurait pu être un autre thème que du Cthulhu? Ouais. Ça aurait pu être juste... un thème, pourquoi pas, avec des extraterrestres voilà, des extraterrestres, des zombies, n'importe quel monstre qui pop en nombre, en masse. Moi, en fait, pour moi, tu as plus l'impression de jouer à Doom que jouer à Cthulhu. Ouais. Absolument. Ouais. Et c'est là où je trouve dommage, en fait. Si tu veux, ça correspond au dos de la boîte. Et ça, c'est bien. Donc, presque, j'ai envie de dire, en tout cas, en ce qui me concerne, l'exercice est réussi pour le jeu. Moi, même si l'exercice est réussi par rapport à ce qu'il promet, pour moi, un jeu Cthulhu, c'est pas ça. Et tu vois, typiquement, on connaît bien, toi et moi, Eldritch Horror, qui est aussi un jeu pulp. Ouais. C'est aussi un jeu hyper pulp, Eldritch Horror. Ça va, ouais. Tu peux te retrouver à buter des chiens de Tindalos à coups de shotgun. ça n'arrive pas dans le mythe. Ouais. Mais tu ressens beaucoup plus la pression du mythe et du mystère. Et alors que là, il aurait fait un jeu Doom, Alien, Zombie, Iron Sky, ce que tu veux. Tout de suite, j'aurais trouvé ça vachement plus fun. Parce que j'aurais pas eu cette espèce d'attente du titre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le fait que ce soit Cthulhu Death May Die, on s'attend à cette histoire de mystère, on s'attend à une investigation, en fait. Au moins un minimum. Là, en gros, c'est va chercher le bouquin, c'est pas une investigation. Là, c'est rentre dans la cave et puis nettoie l'endroit, ouais. Ce qui est pas du tout raccord avec ce qu'on je me souviens de ce moment où on se posait la question, comment je fais les actions? Et puis la réponse a toujours été, t'en fous, tape. Ouais. En fait, on imaginait, nous, des actions beaucoup trop compliquées par rapport à ce que le jeu, par rapport à la meilleure option qui était toujours de cogner. Dans ce genre de jeu, on a souvent l'habitude d'être contraint, d'être restreint dans les actions qu'on peut faire, et on doit les calculer vraiment à l'avance en se disant là je peux bouger que de 1 et tout. Là en fait, tu peux quasiment te téléporter où tu veux, tellement tu bouges vite. Et il y a assez peu de moments, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais pour moi il y a assez peu de moments de stratégie pure où on a vraiment réfléchi très longtemps sur le problème. Même le côté coopératif, je me pose la question parce que en fait, ça aurait pu être au premier qui tue Cthulhu en fait. Voilà. Limite. Le tour, il est figé, c'est-à-dire que toi et moi, on peut pas discuter pour dire je joue avant toi, tu joues avant moi, comme dans d'autres coopératifs. Effectivement. Le tour, il est figé. On peut pas se coordonner puisque c'est figé. Enfin, vaguement se coordonner vite fait. Moi, à un moment donné, j'ai amené les monstres sur ta case, ok, cool, mais c'est presque un accident. Donc le côté coopératif, ils en auraient fait une course, voilà, genre exactement comme tu dis. Pourquoi pas? Le côté coopératif, il est étonnant. Il est étonnant. Ça paraît logique. Enfin, ça pourrait pas être autre chose quelque part qu'un coopératif parce qu'on affronte les horreurs du mythe. On peut pas tellement faire autrement que d'en faire un coop. Ouais, mais alors à ce moment-là, pourquoi se priver de vraiment coopérer? Ça enlève un petit quelque chose. Le fait qu'on puisse pas choisir. Ouais, ce côté figé dans le tour fait qu'en fait, moi, j'ai pas le sentiment qu'on coopérait. J'ai le sentiment, moi, je priais pour que tu aies du bol.
Oui. Et puis moi, je priais après pour que j'ai du bol, mais c'est la seule coopération qu'on avait, c'est qu'on priait ensemble. Ouais. Ouais. Tu vois. C'est vrai que ces mécanismes-là, en général, c'est à la fin du tour complet, il se passe un truc, un problème, et en général, il va falloir qu'on coopère pour résoudre ce problème. Voilà. Alors que là, c'était à chaque fois. Là, c'est autour de chaque joueur, Ouais. il va se passer un truc contre ce joueur. Ouais. Et du coup, chacun résout son propre problème, C'est ou ça. espère, comme tu dis, qu'il a de la chance et puis qu'il se fasse pas sauter dessus par un monstre. En fait, il n'y a pas de problème commun. Les Y a pas de coopératifs, problème, souvent, il y a ouais. un problème commun Voilà. que tu dois résoudre en commun. Et là, le problème commun, c'est Cthulhu, en gros. Ouais. Et en fait, c'est très facile. Il faut juste lui bourrer. Faut taper. Voilà, faut taper dessus et c'est tout. et en fait, ce qui était presque dérangeant, c'est qu'à chaque fois qu'on lui enlevait un step, il se téléportait sur une autre case. Donc ça nous ralentissait. Et c'était un peu. C'était le seul truc un peu vraiment. Ouais. Donc vraiment, moi je réinsiste, mais dans l'exercice, je trouve le jeu en adéquation avec ce qu'il raconte. Mais moi, c'est ce qu'il raconte qui m'a mis dans une position bizarre. Je trouve que cette histoire-là, je reprends le terme de blockbuster que j'ai donné au début. Il y a vraiment ce sentiment-là. Un ultra blockbuster, c'est comme si quelqu'un, un auteur, t'as sûrement un nom d'auteur très connu de blockbuster d'action, comme ça. Là, comme ça, je sais pas, Michael Bay. Ouais, Michael Bay. C'est comme si Michael Bay faisait un film sur le thème de Cthulhu. Tu vois. Puis en fait, il y a un gros monstre, puis des mecs avec des flingues. Et puis en gros, voilà. Puis c'est marqué Cthulhu, quoi. Ouais, effectivement. Ça pourrait, cela dit. Donc, Alors, mais complètement. Mais d'ailleurs, ça va arriver. Ok, c'était en tout cas notre opinion et la lecture du dos de la boîte de Cthulhu Death May Die. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous donner vos retours, vos commentaires. On est très friands de vos avis. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau test. À la prochaine. Ciao les xénopathes. Merci Max, à bientôt. Ciao.